Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Radio Arson et la Surface des Manges, groupe de recherche dédié aux pédagogies critiques en art, propose un échange entre Pascal Obolo et David Démétrius du collectif Africada et des étudiantes de la Villa Arson. Cette discussion à propos de la sortie du hors-série de la revue Africada, Racisme, discrimination, où en sont les écoles d'art, a été réalisée pendant le workshop La bibliothèque augmentée du 4 au 6 mai 2023. L'entretien est mené par Sophie Orlando et le groupe d'étudiantes a choisi de rester anonyme. Peut-être pour commencer, je vais poser le contexte et lire l'édito. L'espace éditorial, qui est celui d'Africada, a toujours été pensé comme un espace refuge et de liberté. De montrer, transmettre, parler, proposer librement. Nous le pensions réellement jusqu'au moment de créer ce numéro, de nous confronter à l'institution qu'est celle de l'école d'art en France. Un système, comme bon nombre de témoignages le notent, idyllique à l'extérieur et pathétique de l'intérieur. Le titre de ce numéro hors série est Racisme, silence, mobilisation, où en sont les écoles d'art. Nous n'aurions jamais envisagé que le silence exigé par les écoles d'art s'imposerait aux contributrices, malgré l'importance du travail entrepris par le collectif, de créer cet espace refuge dans lequel a été mis en place suivi, soutien pour les passages de diplôme, aide théorique et bibliographique, mais aussi par le fait d'être une plateforme en plus à aborder les problématiques liées aux espaces pédagogiques des écoles d'art. Nous nous sommes vus face à l'autocensure, celle-ci provoquant mutisme, retrait, anonymat ou détour langagier. Malgré tout, nous avons essayé de travailler avec cette réalité et de proposer ici une introduction à un travail en devenir. Pour être tout à fait sincère avec vous, ce constat prégnant impacta toute l'équipe. Lors de réunions de relecture collaborative, combien d'entre nous durent prendre une pause face à la succession de témoignages relatant des faits impactant le plus profond de nos êtres, ou alors de nous voir nous dire à quoi bon faire ce numéro si nous ne pouvons en sortir quelconque utilité pour les étudiantes ou pour quelconque changement profond des lieux pédagogiques en art. La sortie et la faisabilité de ce numéro furent à maintes fois remises en question, de même que la portée de celui-ci. Après ces quelques allers-retours réflexifs entre nous, nous avons décidé de nous servir de tout cela comme de base à notre recherche pour ce numéro. Et de prendre pour cette étendue éditoriale comme une possible et idéale école qui s'appréhenderait en 4 espaces, le premier concernant le corps professoral et la production de nouvelles pédagogies, un second plutôt à rôle de soin et de bienveillance pour accueillir la parole des étudiantes, un troisième relatant les actions menées par les directions d'écoles d'art et sur demande étatique de créer de nouveaux postes professoraux liés aux études décoloniales et ou postcoloniales, de genre entre autres, mais aussi par une volonté plus inclusive de ces espaces pédagogiques. Cependant, étant encore loin d'être des propositions suffisantes et impactantes, nous proposons de réécrire une histoire plus inclusive avec des lieux alternatifs tels que le projet de bibliothèque augmentée, projet que nous aimerions, suite à ce numéro, mettre en place en collaboration avec les étudiants de plusieurs écoles en France, pour ne pas dire toutes. Et pour finir, un dernier espace qualifié de transgressif dans lequel nous saluons les approches par le hors-sujet et l'autodidaxie. Ce numéro est donc l'école naissante proposée ici est loin d'être parfaite, mais appréhendée comme la première étape d'un travail, comme déclaré plus haut, qui on l'espère sera suivi par des actions concrètes en école d'art. Mais ce que nous sommes sûrs, c'est que cette proposition éditoriale se retrouvera dans toutes les écoles d'art en France et est une graine en plus dont émergera des actions, réflexions et débats pour un meilleur avenir des écoles d'art. Pour conclure et répondre à ce silence, je suis Pascal Obolo, je suis Paul-Aimé William, je suis Flavien Lou, je suis Alice Dubon, je suis David Démétrius, je suis Africada et peut-être toutes les étudiantes de la Villa Arson. Voilà. Pascal, si tu veux... Est-ce que tu veux, Pascal, dire quelques mots d'Africada plus général, et après on revient de la bibliothèque augmentée et ce numéro. Africada est c'est une association, c'est un collectif et c'est une revue. Et c'est aussi une entité en fait qui questionne les urgences sociétales au travers la scène contemporaine de l'art. Et ça fait maintenant 12 ans, je crois qu'on a créé Africada. C'est géré par un collectif d'artistes, chercheurs et militants racisés.
Et quand on a créé en fait ce numéro, c'est parce que à l'époque, il y avait très peu d'institutions muséales qui exposaient en fait des artistes racisés. Ou les peu de fois que les artistes racisés étaient exposés, la manière dont ces corps étaient exposés dans les espaces muséals était problématique. Et il y avait aussi la volonté de faire entrer en fait des récits qui ont été effacés ou invisibilisés dans le but de réécrire une histoire de l'art plus inclusive. Et donc on s'est focalisé déjà sur de documenter, d'archiver, d'écrire une histoire de l'art qui n'était pas en fait, qui était invisibilisée, de l'archiver, de l'écrire, de trouver en fait des outils critiques pour pouvoir aussi écrire sur le travail des afrodescendants. Et tout de suite, en fait, dès le premier numéro, on a pensé en fait ce concept qu'on a appelé l'acte éditorial live. L'acte éditorial live, en fait, c'est une manière aussi de repenser en fait l'évolution des revues au XXIe siècle. Comment, à partir au départ d'une revue qui était numérique, comment le contenu de cette revue peut exister dans un espace physique. Et c'était aussi une façon de pouvoir rencontrer et d'échanger avec le public qui lisait Africada, de défendre les artistes dont on parlait dans la revue et de les faire exister dans les espaces physiques afin qu'ils puissent rencontrer un public, mais aussi des professionnels. Et du coup, ce n'est pas du tout une revue, c'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas de chroniquer, d'écrire sur le marché de l'art, sur les biennales, les galeries. On a notre propre temporalité. On sélectionne en groupe en fait les thématiques qui nous intéressent de questionner, d'aborder sous différentes formes. Et c'est souvent des thématiques dans le champ de l'art qui sont en résonance avec les urgences sociétales. Et aussi de revisiter aussi en fait certains courants artistiques qui ont été effacés ou des pratiques artistiques non institutionnelles que nous, on estime très important pour le devenir en tout cas dans l'évolution du champ de l'art. On mélange en fait dans la revue différents formats d'écriture. L'idée, c'est comment à partir d'une même thématique, on peut en fait proposer différents formats d'écriture qui vont venir nourrir en fait la réflexion et les questionnements qu'on se pose à partir de cette thématique-là. Donc on a une totale, je pourrais dire, liberté, en tout cas d'expérimenter. C'est un laboratoire, Africada. Il y a des choses sur lesquelles on se trompe, il y a des choses sur lesquelles qui fonctionnent plutôt aussi des fois très très bien. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que tous les artistes qu'on a mis en fait, qui ont été en couverture dans la revue Africada, ont tous explosé dans le marché de l'art. Dans le sens où, quand je dis en couverture, c'est à chaque fois on invite un artiste qu'on trouve important et important par rapport à la thématique dans laquelle on est en train de réfléchir, de questionner, et que cet artiste, de par son travail, peut énormément contribuer, nourrir à l'élaboration en fait du numéro. Et du coup, ce qui est on travaille vraiment avec un artiste, tu vois, c'est pas genre on dit oh putain c'est génial, on est en cours. Non, on a une thématique et il s'avère que le nom de cet artiste revient souvent dans nos réflexions, dans nos questionnements et du coup on se dit bah voilà, il faut vraiment qu'on travaille avec cet artiste, qu'on l'invite à venir collaborer avec nous dans ce numéro. Et du coup son travail va prendre une place qui va après quelque part permettre de tisser des liens avec les différents textes et différentes propositions d'artistes, chercheurs, militants qu'on va recevoir pour construire en fait ce numéro. On fonctionne
On a évolué dans notre façon de travailler, c'est-à-dire que depuis 5 ans, on travaille maintenant, parce qu'avant on produisait 4 numéros par an. Donc on a totalement changé, c'est quand on est passé sur papier qu'on a décidé en fait de produire 2 numéros par an, déjà pour des problèmes économiques et aussi pour des problèmes de surcharge de boulot et tout. Et puis aussi on a aussi dans notre manière de faire vivre le numéro, on a aussi en fait apporté des transformations pour faire exister, pour faire vivre le numéro autrement, sous différentes formes. Donc du coup, ça prenait presque une année. Donc depuis 5 ans, on travaille à chaque fois, on constitue un groupe de recherche. Et par rapport à ce groupe de recherche, on expérimente, on élabore, même des formes physiques, des formes, on expérimente nos corps dans ces différentes types de réflexion. Donc on produit en interne, mais en même temps on ouvre, ou on fait un appel à contribution au public. Et du coup, des gens qui travaillent aussi sur ces champs-là peuvent venir enrichir en fait nos réflexions, peuvent venir en fait contribuer à l'élaboration de ce numéro. Et c'est de cette façon-là qu'on construit, qu'on travaille. Et en termes on a un directeur artistique avec lequel, normalement, le rédacteur en chef, et puis les gens qui veulent s'impliquer dans la pratique curatoriale liée à l'édition, en fait, réfléchissent ensemble, parce que c'est comme ça un espace de démonstration. Donc, chaque numéro, on repense, en fait, le design du numéro, que ce soit la typo, que ce soit la mise en page, etc. Donc c'est beaucoup de travail pour le directeur artistique, parce qu'à chaque fois, on ne fonctionne pas comme un magazine ou une revue classique où tu as déjà en fait une mise en page toute prête et tu as juste après à chaque fois à faire rentrer les textes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps tout repenser, tout conceptualiser en fonction de la thématique. Et pareil, même le sommaire, en fait. Le sommaire est pensé comme un récit. Donc, même les textes, les titres les titres, en fait, de chaque texte, la manière dont c'est agencé dans le sommaire, il y a une vraie narration qui est pensée, qui est construite. Et pareil, l'espace de la publication qui est pensé comme un espace de démonstration, la manière aussi dont on travaille, en fait, dont on décide de choisir des textes, de les associer avec d'autres textes ou d'autres images, etc. Et tout, c'est un travail qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est comme si tu écrivais en fait un texte, en fait. Donc ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être maintenant, on peut revenir à ce numéro en particulier. Est-ce que vous voulez nous raconter comment c'est... Enfin, l'édito, on dit déjà, hein, donne des éléments, mais comment s'est passée la collecte de matériaux et qu'est-ce que ça a généré comme réflexion comment vous avez travaillé pendant cette année et demie, qui est vraiment un temps long, conséquent, autour de cette situation du racisme dans les écoles d'art. Bon. Tu veux que je démarre et puis tu enchaînes par la suite. En fait, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, l'idée déjà, c'était vraiment de travailler avec les étudiants. Pour nous, c'était important d'inclure en fait dans nos groupes de recherche des étudiants en fait qui avaient vécu des problématiques de discrimination. Donc, de travailler avec les personnes concernées, mais aussi de travailler avec des étudiants qui avaient envie d'apprendre, d'être au fait aussi, peut-être aussi d'avoir des outils pour pouvoir en fait par la suite dans leur école être armés pour pouvoir répondre face à cette problématique de discrimination. Pourquoi les discriminations raciales ? Parce qu'en fait, parce que c'était quelque chose qui était invisibilisé aussi. Et c'est vrai que le ministère de la Culture a mis en place une charte sur les discriminations dans leur ensemble.
qu'on voit qu'il y a des efforts qui sont un peu faits, il y a des choses qui bougent sur les questions de sexisme, d'harcèlement, de violence sexuelle, etc. et tout. Un tout petit peu sur les questions d'homophobie, ça bouge un tout petit peu. Et sur les questions raciales, rien. Et pareil, on a essayé de voir, de discuter un peu avec... j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec quelques personnes du ministère de la Culture, où en fait, pour eux, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres, donc pour eux, il y a, sans chiffres, tu vois, pour eux, c'est quelque chose comme si... c'est quelque chose qui était très minime, puisqu'on ne peut pas en fait faire des études à partir d'une manière ethnique. C'est interdit, mais on a trouvé des façons, par exemple, de faire en disant voilà, on a été regarder combien il y a de directeurs d'écoles racisés dans l'ensemble de toute la France, en termes de pourcentage de profs, etc. Les personnes racisées, où elles étaient en grosse majorité dans une école d'art. Donc on a fait ce travail-là, mais on l'a fait à notre façon. Et d'ailleurs, c'est pas du tout interprété avec des chiffres, c'est interprété autrement. Mais du coup, pour nous, c'était important de travailler sur les discriminations raciales parce que c'était quelque chose il y avait une forme de déni dans les écoles et en même temps, on avait de plus en plus d'étudiants racisés qui, en fait, venaient nous voir et nous demandaient, en fait, des outils ou les accompagner face à ces problématiques-là. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on se penche parce que d'un côté, le ministère dit, comme il n'y a pas de chiffres, il y a 0 plainte concernant les discriminations raciales, donc il y en a très très peu, ou il n'y en a pas, pour même certains qui étaient en disant, oui, si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et donc du coup, on va concrètement faire un numéro vraiment sur ça, avec les personnes concernées. On va essayer de voir comment on peut travailler ensemble, en tout cas pour relater et mettre appuyer là où ça fait mal, quoi. Et mettre les gens au fait qu'effectivement, il y a aussi des étudiants qui subissent des discriminations raciales et que ça existe au sein des écoles en France et que c'est quelque chose qui est minimisé ou totalement, où il y a une forme de déni et que c'est important aussi de travailler, de trouver une manière comment on peut mettre en place des outils pour aussi accompagner en fait ces étudiants-là et que ces étudiants-là ne se sentent pas isolés, incompris de la part en fait de l'administration. Et comment sensibiliser l'administration, comment sensibiliser le corps professoral, comment sensibiliser même les étudiants entre eux, parce que la violence aussi s'opère entre les étudiants, puisqu'on l'a vu pour le cas de Black Flower, où ils sont venus nous voir et qu'on a accompagné, etc. et tout. C'était une problématique de discrimination entre étudiants, c'est-à-dire qu'un étudiant blanc qui peignait des blackface, etc., et que pour lui, il ne trouvait pas ça problématique par rapport à d'autres étudiants racisés qui se trouvaient confrontés d'une manière violente face à son travail et qui en plus étaient encouragés par ses profs et qui lui donnaient, il a quand même eu des félicitations, etc., etc. Donc, c'est-à-dire des profs qui encouragent un travail qui est purement discriminatoire. Et on dit, c'est super, c'est génial, continue, gars, comme ça, c'est mortel, quoi, tu vas faire ta carrière, etc., etc. Donc, il y a aussi cette violence qui s'opère entre les étudiants. Donc, l'outil était juste une participation de notre part très modeste, avec nos petits moyens, parce qu'on est une petite association, on n'est pas beaucoup dans le collectif Africada, on n'a pas les moyens, c'est un travail bénévole qu'on fait. Et l'idée, c'était juste déjà, si on arrive avec ce numéro à sensibiliser en fait les personnes qui travaillent dans les écoles d'art, et même sensibiliser aussi les étudiants de prendre soin des uns des autres, etc., leur donner des outils pour être à l'écoute des uns des autres et que peut-être que la manière dont tu t'exprimes avec un de tes camarades qui est différent de toi, peut-être que ça peut le blesser et donc du coup, s'il te le dit, comment faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe autrement, etc. Donc,
travailler de cette manière-là et juste se dire, si on arrive à sensibiliser les gens, on a déjà fait quelque chose. Le but, c'est pas du tout d'être dans une forme de transformation. On n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas les espaces pour pouvoir le faire. Et du coup, moi, dans ce numéro-là, c'est beaucoup plus David, qui était le rédacteur en chef du numéro, qui a vraiment suivi tout le process, vraiment du début jusqu'à la fin, la relecture. Moi, des fois, j'étais pas là. Comment s'est fait la relecture, les ping-pong avec le groupe de recherche, etc. Donc, c'est vraiment lui qui est au fait, en fait, de ces problématiques et donc, du coup, on va rentrer vraiment à l'intérieur du contenu de ce numéro. Tout d'abord, Sophie, pour te répondre, comment est-ce qu'on a reçu ces textes? Donc, on lance toujours un appel à contribution. Pour le coup, là, on a été extrêmement, je ne vais pas dire déçus, mais on était dans l'attente d'avoir beaucoup plus de textes. On s'est confronté aussi à ça. Ce qu'on a questionné, pourquoi est-ce qu'on ne recevait pas beaucoup de textes, etc., ou alors en recevoir et peu de temps après recevoir un mail, finalement je vais l'enlever, le texte. C'était important pour moi de comprendre le pourquoi de ce silence ou de ce refus, entre guillemets, de participer à ce numéro, et c'est quelque chose de très pragmatique et de très compréhensible. C'est que tout simplement, souvent, ce sont des étudiantes qui passent leur diplôme ou qui vont le passer ou qui vont rester encore un bon bout de temps dans l'école. Et le fait de participer à ce numéro peut être mal interprété par le corps professoral ou par l'école pour lesquelles ils dépendent. Ce que je peux comprendre, et donc ça a été une méthodologie. C'est qu'à chaque texte qu'on recevait, donc déjà pratiquement tous les textes et le peu de textes qu'on a reçus, je voulais pas du tout les enlever. Donc ça a été aussi une méthodologie rédactionnelle et éditoriale. Mais quand il y avait des lacunes, parce qu'on a reçu des textes avec énormément de lacunes, dont des hors-sujets, et c'est pour ça que on a décidé d'ouvrir dans cet espace transgressif qu'on a appelé transgressif, de créer une sous-partie de hors-sujet, mais je reviendrai après dans les détails. Et donc comment est-ce que ce numéro s'est construit? On a demandé aux contributrices, pour celles qui voulaient y participer, qui avaient surtout le temps, ou celles qui ne voulaient plus participer par un texte, de monter un groupe de recherche, donc en plus de nous. Et c'est un peu la méthodologie qu'on utilise toujours, c'est un groupe de recherche, mais très mixte. C'est-à-dire qu'il y a le cœur d'Africada, et puis il y a aussi des personnes qui sont directement en lien, parce que si je ne me trompe pas, avant la sortie du numéro, on était tous et toutes diplômés, pratiquement. Donc on n'avait plus du tout ce regard interne des écoles. Et pour certaines, on n'a pas fait spécifiquement d'école d'art, on a fait des formations en art, mais en université, donc c'est une autre problématique, tout aussi problématique pour le coup. Mais ça s'intègre en fait dans un système beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que nos propres subjectivités. Et donc une fois que ce groupe de recherche a démarré, je voulais absolument qu'on se voit assez souvent, mais bon, il y a eu aussi ces problématiques de Covid, donc on était obligé de mettre en place beaucoup de Zoom, ce qui est épuisant, vraiment, encore, toujours des écrans. Donc rien que même aujourd'hui, je viens tout juste de me rendre compte que dans le groupe de recherche, la personne qui est à côté de moi faisait partie d'un des multiples écrans. Mais donc voilà, comme ça, quoi, on redécouvre aussi, on se réhumanise par justement la sortie de ce numéro. Mais plus sérieusement, c'était important de voir dans quel mood on se réunissait. Donc moi j'ai une formulation que j'aime beaucoup utiliser avec mon entourage, c'est sous quelle météo mentale et physique tu te trouves. Et ce qui demande déjà d'avoir une question plus que ça va. Enfin, on répond naturellement ça va
alors qu'on souffre, etc. Donc c'était important de créer un espace déjà de care entre nous. Ce qui a plutôt bien fonctionné, voire peut-être même un peu trop, parce que... Enfin, trop, je sais pas, mais disons qu'il y avait des pleurs de temps en temps, etc. Mais ce qui rentre dans le process, donc comment est-ce que aussi une école d'art, parce que notre but c'était de ce numéro, c'est de recréer une école d'art idéale, une école d'art qu'on imaginerait la plus sensible, la plus humaine possible. Et déjà, je trouve que ce qui est important, c'était de réhumaniser nos interactions. Donc vraiment d'être au fait de comment est-ce qu'on se retrouve toutes et toutes, malgré la déshumanisation d'un Zoom. Voilà. Et puis, on relisait les textes ensemble, on essayait aussi de créer curatorialement une histoire, de comment est-ce le peu de textes qu'on a, comment est-ce qu'on les arrange ensemble, comment est-ce qu'on les fait dialoguer, se contredire, parce qu'il y a aussi cette difficulté de contredire des récits, ou de se faire confronter des récits qui peuvent être problématiques dans certains contextes, dans d'autres contextes, on va dire. Donc voilà, c'était disons, le cœur de ces rencontres. Et puis, comment est-ce que ce numéro s'est divisé? Enfin, on a décidé de créer 4 grandes parties dans cette école, donc, parce que ce numéro a été pensé comme je l'ai dit, l'école d'art idéale. Et donc, à partir des textes qu'on a reçus, des discussions qu'on avait en interne, on s'est dit, bon, on va diviser cette école en 4 espaces, en 4 classes, voilà, qui seraient reliées par des couloirs un peu imagés. Et donc, il y a justement, comme je l'ai dit, comme je l'ai pu le lire dans l'édito, il y a cet espace de parole où on va voir tous les témoignages des étudiantes. On va avoir cet espace pédagogique, parce que c'est important aussi de donner la parole au corps professoral, ce qui a été aussi une autre problématique. On s'est confronté au peu de retours de textes d'étudiantes, mais aussi au niveau du corps professoral, c'était une autre problématique. Et au niveau de la direction, c'est une autre problématique. On en a reçu un, mais ce qui est aussi, c'est le lien, parce que ce numéro a été aussi soutenu par l'Andea, et donc ce directeur avait un poste particulier dans l'Andea. Donc voilà. On s'est même retrouvé en fait à la sortie du numéro à devoir peut-être se justifier en amont de la publication, où on a reçu un mail, c'est ça, hein, Pascal? Mais on devait non pas justifier le numéro, mais est-ce qu'on peut avoir quand même un bout du numéro pour voir dans quel contexte ce numéro va sortir, parce que les écoles commençaient à s'enflammer, etc. Donc voilà, on savait aussi qu'on sortait ce numéro dans un contexte assez mouvant, et qu'on allait sûrement attiser déjà le feu grandissant. Voilà. Et puis... Est-ce que cette crainte-là, ça vous restreint dans vos choix, ou est-ce que ça vous encourage en fait Ça nous encourage déjà d'une, et en fait on a tellement l'habitude de se confronter à la violence institutionnelle, au bâton dans les roues, etc. Ouais. Qu'on s'est dit, enfin on a l'habitude, c'est notre méthodologie au final, de travailler, voilà c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant je dis que je pense que c'est mieux de travailler avec autant de contraintes. Enfin on a l'habitude maintenant, donc c'est une contrainte en plus, c'est pas très grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille pour les étudiantes avant tout. C'est pour vous qu'on fait tout ce travail. Donc quitte à que nous on se fasse laminer, on le fera quoi. C'est aussi ça, je pense, être militante, et de croire dans les combats pour lesquels on se bat. Et puis ça légitimise vos discours,
parce que nous, on est professionnels au final. Enfin, moi, je pense avoir je suis un peu plus âgé peut-être que vous, mais pas de beaucoup. Je suis diplômé il y a 2 ans, etc. Donc, je suis passé aussi par tout ça de process. Et de montrer que c'est possible d'y arriver jusqu'au bout malgré toutes les difficultés, malgré les souffrances. Donc on a aussi un peu ce rôle de modèle enfin je déteste aussi mais bon, en tout cas de corps qui compatissent, etc. Voilà. Peut-être pour entrer vraiment dans le sujet, on voit dans le numéro qu'il y a différentes manières de répondre à la question où on est le racisme dans les écoles d'art. Il y a les discriminations, on peut commencer. Et donc les récits, les étudiants et étudiantes qui ont participé ont aussi raconté. Donc il y a une partie récits des discriminations qui se tiennent à plein d'endroits, notamment dans les rendez-vous individuels, dans les jurys, dans les bilans. Mais il y a aussi un problème de construction des référentiels d'histoire de l'art. C'est-à-dire de quelle histoire de l'art on parle. Voilà, donc est-ce que tu veux développer un peu là-dessus, sur les différents axes, enfin, comment se manifeste ce racisme dans les écoles d'art? Il s'exprime de différentes manières. Il s'exprime déjà tout au long du parcours dans les écoles, où on va proposer enfin, je sais pas, une étudiante va proposer un sujet qu'il soit personnel, sur une histoire familiale, sur une pratique culturelle, sur un langage particulier. Je pense à une étudiante qui venait de Côte d'Ivoire, je crois, et qui proposait un travail spirituel. Son texte n'est pas apparent là, mais on en a discuté en amont, et ses profs ne comprenaient pas du tout ce vers quoi elle voulait aller, étant donné qu'on lui disait oui, mais c'est trop éloigné du contexte chrétien. Et comment est-ce que tu vas pouvoir faire dialoguer ça avec l'espace de ton école, qui est un espace qui s'introduit ou qui s'intègre dans une culture judéo-chrétienne. Donc, comment est-ce que cette élève, elle réagit? Elle va polir, elle va changer de paradigme, elle va faire dialoguer d'autres cosmologies. Et au final, elle se perd elle-même dans son propre travail, dans sa propre esthétique. Donc là, il y a à l'intérieur de l'école, ça peut être aussi les interactions avec d'autres étudiants. Pascal, tu parlais de la confrontation au sein du collectif Black Flower. Donc voilà, où on a un collectif qui va se battre pour qu'un élève soit puni par l'esthétique de son propre travail. Et la direction va se retourner même, parce que là, dans ce numéro, on a publié les échanges par mail, les échanges de lettres entre la direction et entre le collectif. Et la direction entend, donc on le voit, entend les revendications, mais le corps professoral et cette direction permettent encore une fois à cet étudiant d'avoir les félicitations, de passer son diplôme et de ne pas être puni pour les désagréments tout simplement visuels et esthétiques de ses propos. Donc, au nom de la liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression. On l'utilise un peu comme... Voilà. Donc il y a ça. Donc il y a pendant tout le parcours, donc on a des difficultés entre étudiantes, des difficultés entre le corps professoral et cette étudiante. On peut aussi avoir des problématiques au moment du jury. Pour ce numéro, fait plusieurs diplômes, les retours des jurys sont complètement hors sol. On a cette artiste qui était à Cergy, et elle présentait un travail cinématographique et textuel. Et la seule référence qu'on lui a
qu'on lui a donné, c'était Warhol et Nan Goldin. Alors elle proposait Alice Diop. Donc on voit très bien le grand fossé qu'il y a entre les références qu'elle proposait et les référentiels qu'on lui permettait de dialoguer avec. Donc on voit très bien que même au niveau du corps professoral, ça pêche, du jury ça pêche, et souvent on est complètement hors sol ou complètement à côté, mais vraiment très loin du sujet initial. Donc, ouais. J'en profite pour faire le lien avec la bibliothèque augmentée, puisque justement on parle de champs référentiels communs. Donc là, on est dans le cadre d'un workshop avec un groupe d'étudiants de la Villa Arson qui vont aussi s'exprimer, qu'on n'a pas encore entendu sur ces sujets. Et donc, comment la bibliothèque arrive dans ce projet comme un espace à déployer, à interroger de manière collective? La bibliothèque, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, mais je laisserai Pascal en parler. Mais je voulais juste revenir sur la bibliothèque augmentée est un outil parmi tant d'autres que cette revue propose. Et c'était important de nous aussi proposer des outils, mais qui sont ouverts et qui peuvent être critiquables, critiqués, et en discussion avec d'autres outils que nos rencontres pourraient apporter ou proposer. Donc Pascal, vas-y, si tu veux présenter la bibliothèque augmentée. En fait, bien avant ce numéro, on travaille depuis pas mal de temps sur l'espace bibliothèque, déjà, puisque notre publication est pensée comme un espace de monstration. Et d'ailleurs, on a créé aussi l'African Art Book Fair, qui est une foire d'édition de l'art qu'on organise tous les 2 ans pendant la Biennale de Dakar. Et en fait, cette foire est une anti-foire. C'est plutôt un projet artistique qui, en fait, soutient et accompagne aussi des éditeurs sur le continent africain, mais pas que, et des diasporas, pour les encourager, en fait, à faire plus de monographies d'artistes racisés, à écrire leur histoire de l'art, etc. On sait que l'édition en art, c'est un peu le parent pauvre, l'enfant pauvre dans le monde de l'art. Et surtout, en ce qui concerne l'art contemporain africain, où en fait, là, pour des problèmes économiques, mais pas que, on a souvent tendance à ne pas faire, en fait... Il n'y a pas beaucoup de publications écrites par des Africains eux-mêmes ou par des gens de la diaspora pour questionner en fait la scène contemporaine afrodescendante et aussi comment en fait réécrire une histoire de l'art à partir en fait une histoire de l'art située à partir du territoire de là où on vit. Et donc c'est aussi, nous à chaque fois c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que quand il y a un manquement, en fait on essaie de mettre en place des espaces ou des outils face à ce manquement là. Et donc pour revenir en fait à la bibliothèque augmentée où on travaille beaucoup en fait, parce qu'aussi c'est peut-être des espaces aussi pour nous qui sont aussi beaucoup plus accessibles. Aussi pour pouvoir officier là-dedans, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand tu deviens un peu blacklisté, donc du coup, tu peux plus trop travailler dans les institutions muséales. Donc, comment tu fais pour continuer à expérimenter ta pratique curatoriale? Comment on continue à appliquer cette méthodologie de allier la théorie à la pratique? Donc, du coup, on essaie de trouver d'autres espaces, des espaces militants. À Paris, il y en a de moins en moins. Moi, j'ai travaillé à la Colonie, je m'occupais de la programmation de la Colonie, qui était une forme de laboratoire. On pouvait vraiment expérimenter des formes, des façons de partager des savoirs, des prises de parole, etc. etc. Donc, c'est un espace qui a été fermé après le Covid. Et même les peu d'espaces de collectifs militants racisés, il y en a presque plus, tu vois. Tous les collectifs
occupent des formes d'espace éphémères, sous forme d'invitation, etc. Ou bien il y a des tiers-lieux, mais les tiers-lieux, tu es là pendant 1 an, après tu n'es pas sûr d'être renouvelé, et puis ça se trouve, le lieu il va se fermer. C'est des lieux qui sont très précaires et très, très éphémères. Donc c'est difficile de construire une programmation, une réflexion dans la durée, en disant, voilà, je voudrais travailler sur un champ de recherche sur 3 ans. Où est-ce que je peux trouver un lieu qui va m'accueillir pendant 3 ans pour pouvoir en fait mettre en place cette programmation, activer des corps d'une autre façon, etc., etc. Aujourd'hui, en tout cas en région parisienne, pour les collectifs racisés, il n'y en a pas. Et donc du coup, on en revient toujours à cet espace de résistance et cet espace qu'est la publication qu'on contrôle et qu'on maîtrise. Et les publications, où est-ce qu'on les trouve? En grosse majorité dans les bibliothèques. Et dans les bibliothèques, pour l'instant, c'est assez safe pour nous, parce qu'on arrive à... C'est assez quoi? Safe. Safe. Ouais. Et on arrive en tout cas à créer un lien, créer des dialogues avec des bibliothécaires ou des gens qui sont en charge de ces lieux-là. Pour l'instant, c'est un champ, je pourrais dire... expérimental et où il n'y a encore pas trop de demandes. C'est un peu vierge en France. Et puis aussi, pour avoir aussi travaillé avec le collectif Chimurongois, qui eux, ça fait depuis pas mal d'années, qui travaillent en fait, qui officient beaucoup dans les espaces de bibliothèques pour relire en fait les bibliothèques à travers des thématiques bien précises. Cette expérience-là aussi nous a beaucoup nourris et nous a beaucoup apporté. Et aussi, moi, dans ma pratique curatoriale, où je travaille beaucoup avec des artistes qui ont ce profil d'artiste-chercheur, c'est aussi, dans ma réflexion, c'est pourquoi l'espace bibliothèque pensé comme un espace de monstration, parce que je m'intéresse à comment exposer la pensée sous toutes ses formes. Et cette pensée-là, elle existe, elle est très très présente dans l'espace de la bibliothèque, et donc du coup, c'est un espace pour moi qui me permet de pouvoir expérimenter ma pratique curatoriale. Et la bibliothèque augmentée est pour nous, comme le disait en fait David, une des solutions parmi tant d'autres. Vu notre intérêt pour l'espace de la bibliothèque, on a décidé pour pouvoir en fait réécrire une histoire de l'art plus inclusive, parce qu'aussi on a remarqué que les échanges qu'on a eus avec les étudiants, là où les questions de discrimination, d'incompréhension liées à son origine, et ben en fait, ça provenait beaucoup dans le champ de recherche des étudiants, dans leur mémoire, dans leur présentation de leur diplôme, etc., dans leurs pratiques artistiques, dont souvent on leur faisait comprendre que c'était des pratiques artistiques non institutionnelles, que c'est des pratiques artistiques qui n'ont pas leur place dans une école d'art, etc., etc. Donc on s'est dit en fait que c'est parce qu'aussi l'histoire de l'art qui est enseignée dans les écoles d'art, c'est une histoire de l'art qui est très monochrome, très eurocentrique, et qui est pas du tout ouvert, et qui prend pas en compte la diversité aujourd'hui, une diversité des étudiants où on a de plus en plus d'étudiants issus des minorités qui sont de plus en plus présents et importants dans les écoles d'art. Qu'est-ce qu'on fait en fait de ces étudiants qui sont en nombre? Comment on repense en fait les questions pédagogiques? Comment on inclut en fait les questionnements et les pratiques artistiques de ces nouvelles narrations qui arrivent? Donc du coup, la problématique, et en plus beaucoup d'étudiants disaient qu'ils devaient en fait, en dehors de l'école, aller chercher les informations, la documentation qu'ils ne trouvaient pas en fait dans l'école. Donc on s'est dit, le lieu de documentation, c'est aussi le lieu de la bibliothèque dans l'école d'art. Donc on va travailler, mettre en place en fait un projet qui va, avec les étudiants et les profs qui veulent, on va en fait réfléchir ensemble à construire, à augmenter en fait cette bibliothèque pour pouvoir réécrire une histoire de l'art plus inclusive, en disant voilà, on va construire ensemble en fait
face au manquement, donc en disant, voilà, on relie en fait les archives de la bibliothèque. Que raconte cette bibliothèque de l'école d'art, par exemple, de la Villa d'Arsan? Et à partir de ce qu'elle raconte par rapport aux sélections, aux publications de livres qu'il y a, on va en fait travailler après par rapport à ça, par rapport à ce que les étudiants rêveraient, même pas rêveraient, mais ce que les étudiants voudraient avoir comme narration, comme auteur-autrice, pour pouvoir en fait travailler pleinement et pouvoir faire de la recherche pleinement sans qu'ils aient à aller tout le temps, aller chercher à l'extérieur ce qui leur manque dans ce lieu de savoir. Et du coup, de cette façon-là, produire en fait ensemble une forme de bibliographie idéale qui viendrait s'infiltrer, qui serait la bibliothèque des étudiants en fait, et qui viendra en fait cohabiter avec la bibliothèque de l'école. Ce serait une nouvelle étagère en fait, un nouveau meuble. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ce serait une lecture, enfin une bibliothèque parallèle. C'est D'accord. dans la bibliothèque, tu as, après c'est à vous aussi ou c'est aux personnes qui gèrent cette nouvelle bibliothèque de trouver de nouvelles notations, de nouvelles cotations, ça peut être par des signets, par des vignettes, voilà. Ça peut être, d'accord, ça peut ok, être pensé, après ça dépend de la forme que ça peut prendre. Ça peut être pensé comme un projet plastique, ça peut être aussi pensé comme un projet de cours, tu vois, pour l'année prochaine, où avec les étudiants qui ont envie, en fait, on construit en fait la bibliothèque idéale des étudiants au fur et à mesure dans l'année, qui viennent augmenter et qui en fait vient s'infiltrer en fait dans la bibliothèque. Et peut-être que ces nouvelles publications, cette bibliothèque-là, elle aura une annotation spéciale dont on reconnaîtrait en fait que ces publications-là ont été pensées, ont été construites avec l'apport des profs et des étudiants. J'aimerais maintenant justement qu'on entende davantage la parole des étudiants de la Villa Arson sur ces questions-là, c'est-à-dire premièrement où en est le racisme dans l'école d'art, et puis ensuite deuxième question, comment penser une bibliothèque augmentée par rapport à cet écart constaté écart référentiel constaté. Oui. Pour la question de où en est le racisme, je pense que, une mentalité, c'est compliqué de la déconstruire, surtout quand elle est institutionnalisée. Après, je pense que ça touche autant les professeurs que l'administration, que les autres étudiants. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des heurts et des agressions, que on ne sait pas, en fait, on n'a pas le remède contre le racisme, et qu'il y a toujours bien qu'il y ait parfois une espèce de surface de volonté de dire qu'on est ouvert à la diversité, parfois on se prend un peu des claques dans la gueule, désolé pour l'expression, et de voir que c'est pas vrai, quoi. Et dans plein de sens. C'est autant de dire que l'égalité des chances n'existe pas, que de se prendre une remarque raciste par un personnel, ou par un étudiant, ou par des remarques pendant les bilans, ou dans les ateliers, ou quoi. Mais, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent en parler. Moi je sais. Moi je sais que mon expérience avec les écoles d'art, c'était déjà dès le début en fait, avant que je rentre dans une école d'art, j'avais déjà cette appréhension-là de me dire qu'est-ce que je vais faire en tant que personne racisée dans un espace qui, je pensais, pour moi, de ce que j'avais vu, et j'en avais pas beaucoup vu, mais de ce que j'avais vu, c'était un espace très blanc. Et en fait, j'avais déjà une appréhension par rapport à ça, et je me souviens avoir fait
un concours d'entrée pour, je sais plus c'était quel Beaux-Arts, et on m'a dit, j'avais présenté des dessins des paysages, des choses que j'avais fait sur l'ordinateur, etc. Des trucs un peu bizarres. Et on m'avait dit, oui, tu devrais faire du Basquiat, donc ça c'est un peu la remarque cliché. Et en fait, ça m'a tellement marqué, tellement énervé, que ensuite j'ai vraiment construit tout mon travail artistique, ou alors peut-être que je l'ai pas du tout construit là-dessus, mais ça a vraiment marqué la chose, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être, après, bon, c'est une histoire vraiment personnelle, mais j'ai commencé à dessiner des poubelles constamment, tout le temps, parce que je crois que j'avais un peu envie de me moquer de tout ça et de dire, bah, je vais vous montrer des choses dégueu en fait. Et en fait, finalement, ça a marché, on va dire. Et donc, vraiment, c'est des expériences qui forgent après la pratique, mais euh, qui même sont choquantes, ça pousse aussi après. Mais c'est pas facile de comprendre on peut avoir cet écart et ne pas du tout être institutionnel. Mais quand on est tout seul dans sa bulle et que de partout on te dit que c'est pas ce que tu dois faire, c'est compliqué de trouver des points d'accroche. Et heureusement qu'on a du coup soit des internet ou des revues comme Africada, etc. Pour voir qu'il y a d'autres perspectives. Ouais. Je trouve que ça demande vraiment de faire le tri aussi de à qui je peux montrer mon travail et à Ouais. qui je peux pas montrer mon travail. Et aussi c'était une discussion qu'on avait eue avec Maya Mindou, c'était qu'on est en constante traduction de notre propos et de notre travail pour l'adapter aux personnes qui sont en face de nous et qui sont pas concernées directement par les questions raciales, dans leur histoire familiale ou quoi. Et du coup, moi je trouvais que ça constituait vraiment une espèce de blocage dans la façon dont on n'est pas à l'égal des autres étudiants blancs, cis ou quoi, concernant la construction de notre propos et l'évolution de notre travail. Déjà parce que notre champ référentiel il est restreint, malgré lui ici, mais aussi parce que juste en termes de discussion, bah, on n'a pas la même nourriture intellectuelle parce qu'il n'y a pas le même champ référentiel en fait. Ouais. Et ça fige un petit peu le travail et ça. J'ai l'impression que c'est plutôt parfois les profs qui essayent de comprendre ce que tu veux faire, mais toi tu restes au même niveau. Et justement, à quel point la bibliothèque est un espace ressource ou pas pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dire sur cet espace? Est-ce que vous le fréquentez ou pas? Qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce que vous pensez des acquisitions, du classement et du rapport au savoir qui est proposé par cet espace? Moi, moi, il y avait quelque chose qui m'énervait un petit peu, mais mais ça, c'est un peu partout. Par exemple, il y a 3 ans, je crois qu'il y avait une exposition au Palais de Tokyo, Ubuntu, là, c'était l'année dernière. Ouais. Ah. Donc, ça regroupait 50 artistes, je crois, de la diaspora. Et en fait, ça m'a un peu saoulé parce qu'il y avait plein de choses qui étaient super bien, mais c'était un tout. Tu sais, il y avait vraiment plein d'artistes. Et du coup, tu rentres et t'as pas le temps de voir chaque personnalité et chaque travail artistique. Tu vois juste une pièce d'une personne, une autre pièce d'une personne. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Pour moi, en tout cas, les expositions collectives, surtout quand il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que c'était... J'aime pas quand c'est comme ça, qu'il y a une espèce de... Ok, on va mettre plein d'artistes racisés. Et j'ai l'impression que c'est juste pour faire bonne figure, un peu. Et dans certaines bibliothèques, je vois ça aussi, tu vois, il y a un coin. Il y a ce coin-là, tu vois, ce coin, on va dire, décolonial
Tu vois, il va y avoir Édouard Glissant, il va y avoir plein de... Tu vois, Daniel Maxima, moi je crois qu'il n'y a même pas Daniel Maxima, mais plein de... des noms qu'on... Denetem, Tobona, etc. Il y a toujours un petit îlot comme ça, où c'est là et c'est fait pour ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est toujours un peu... je sais pas. Ça me trigger un peu, tout le temps. Cette histoire de... On se fait un petit îlot pour nous et regarde, c'est là que tu dois aller. Après, dans la bibliothèque de la Villa Arson, c'est quand même un petit peu éparpillé, toutes ces choses-là. Donc c'est pas forcément un problème dans la Villa Arson, mais dans certaines bibliothèques. Et il y a quand même, dans la bibliothèque de la Villa Arson, il y a quand même ce petit îlot-là aussi. Donc, Moi, je trouve qu'il y a quand même eu un effort d'acquisition ces dernières années pour avoir pas mal d'ouvrages critiques sur des questions postcoloniales ou plus de genre par exemple là je vois qu'en ce moment il y a plein de livres qui arrivent sur des gender studies, d'études sur la transidentité, la transitude, écrites par des chercheuses concernées et tout. Et pareil, genre juste de voir un îlot où genre il y a Sud décolonial d'Olivier Marbeuf, Denetem Twambona, Mélancolie postcoloniale et tout. Bah en vrai ça fait du bien parce que juste t'es en mode ok, là je peux trouver un champ de référence qui est aussi genre super poétique et artistique et qui me permet de rebondir sur quelque chose quand je veux travailler là-dessus. Mais après c'est vrai que c'est assez éparpillé. Et je sais pas si la bonne chose à faire c'est de les rassembler ou pas. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais en fait je me dis, par exemple, je sais pas, il y a plein d'auteuristes racisés genre qui écrivent sur l'écologie. Ouais. Genre Malcolm Ferdinand, tout ça. Est-ce que faut mettre leurs livres avec les études coloniales, postcoloniales, ou faut les mettre avec l'écologie? Et du coup, je dis ça parce que du coup, il y a grave des critiques sur l'écologie qui disent que genre c'est trop blanc et qu'on prend pas assez en compte d'autres problématiques. Ou est-ce qu'il faut pas les ranger aussi avec l'écologie? Et du coup, genre les personnes qui font des recherches sur l'écologie, elles trouvent le livre et elles sont en mode ah trop bien, je peux rebondir sur un autre truc et tout. Enfin... Je trouve ça vraiment très intéressant cet échange sur les emplacements parce que moi ça me rappelle la manière dont l'histoire de l'art mondial s'est posée dans les années 80. Les historiens de l'art, enfin c'était plutôt les historiens de l'art blancs des années 80 ont fait des ouvrages sur l'histoire mondiale de l'art, donc Hugo Nour et John Fleming. Et dans cet ouvrage, cette histoire mondiale de l'art, se posait la question des géographies artistiques. Et qu'est-ce qu'il fallait prendre de quel endroit considéré comme étant le meilleur? Donc le meilleur, donc c'est pour ça qu'on a eu des catégories comme la Chine ancienne, l'Inde de telle période. Et donc il y avait vraiment une chronologie avec des aires géographiques qui venaient illustrer uniquement ce qui était le qualitatif de telle période. Et après, on arrivait au XXe siècle. Et là, il y avait des gros blancs avec une histoire à majoritaire. Et j'ai l'impression qu'au XXe siècle, on a commencé à se poser la question à quel endroit on met les pensées alternatives. C'est-à-dire à quel endroit on les place et quel statut on leur donne. Et de la même façon dans les expositions. Donc on a eu toute cette génération d'expositions sur des aires géographiques où avec le présupposé ethnique qui continue encore aujourd'hui. Et puis on a des croisements. Enfin j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à résoudre du tout cette question de l'emplacement. Et que ça signale à quel point il y a toujours un référentiel qui est censé être la culture générale, auquel il faudrait se raccrocher comme une évidence, avec des additifs. Mais seulement, évidemment, l'histoire de la pensée ne correspond pas à cette architecture-là, puisque les croisements sont multiples. Et comme tu le dis, Malcolm Ferdinand, tu peux le mettre dans 3-4 catégories parce que... C'est un auteur dont on a besoin, en fait, dans la complexité du temps présent.
Et donc c'est... Ouais, Ouais, vas-y. pardon. Oui, enfin, non, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs, c'est ce que Malcolm Ferdinand dit dans ce livre aussi, Écologie décoloniale, c'est que justement, il y a eu une rupture entre l'écoféminisme et les questions raciales. Enfin, c'est déjà le propos du livre, tu vois, cette question-là aussi. Et ce qui est intéressant dans la bibliothèque augmentée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi des stratégies pour d'abord avoir une perspective réflexive sur l'épistémologie des bibliothèques, enfin, comment se catégorisent les savoirs dans les bibliothèques, et donc empêche cette fluidité, et avec des tactiques de contournement, commentaires, discussion, mise en discussion, ajout, contestation de ce modèle. Enfin, il y a plein de stratégies pour discuter de ce socle-là, en fait, qui est, je ne sais plus comment s'appelle le modèle de classification qui est utilisé ici. Donc c'est pas le D-Way, c'est l'autre. Quelqu'un se souvient après? J'ai quelque part dans quelque les... chose comme ça. CDU ou quelque chose comme ça. DU, t'as dit Y et DU. Voilà. CDU. 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 Et DY. L'autre c'est DY et l'autre c'est CDU. Et voilà, donc on a commencé à discuter de stratégies de contournement hier. Je ne sais pas si vous voulez en discuter de ça. Qu'est-ce que vous imaginez comme stratégie de résistance à cet ordonnancement, en fait, épistémologique qui fait qu'il n'y a pas de circulation, de fluidité, et qu'on se pose toujours la question de à quel endroit placer les choses, quoi. Je pense que c'est mettre des ponts entre les ouvrages. Enfin, c'est aussi un truc, je pense, qui est important dans la construction de sa pensée. Genre, je prends encore l'exemple de l'écologie parce que genre, il est super illustratif de ça. C'est que genre, c'est un sujet qui englobe genre, le féminisme, les questions anticapitalistes, les questions de race, les questions je sais pas, de dominance de l'Occident sur le Sud global et tout, et de l'histoire. Et en fait, c'est ça pour tout. Et je sais pas, genre, je me rends compte, par exemple, j'ai lu il y a pas longtemps un livre d'une chercheuse qui cherche sur Judith Butler. Et je me suis rendu compte que Judith Butler, elle écrit autant sur la race que sur le genre et sur les questions queer. Et du coup, à chaque fois, ça explose et il faut qu'on aille voir un peu partout pour construire notre pensée, en fait. Et se rendre compte à quel point, en fait, tout est global. Tout résonne sur plein d'autres choses. Et par exemple, je sais pas, il y avait Gilles qui proposait de mettre des fiches avec, par exemple, des personnes qui ont déjà lu ce livre. Et ça, je pense que c'est une façon de tisser aussi des liens et de créer une toile, en fait. Et ou de mettre, par exemple, des références et dire, ok, j'ai lu ça, tu peux lire ça après, parce que genre ça appuie grave sur ce genre tel chapitre de tel livre, telle partie. C'est intéressant. Ou je sais pas. En fait, c'est dommage qu'on puisse pas genre cliquer sur des liens sur les livres et genre rentrer dans le métaverse de genre internet textuel et tout. Mais ouais. Ou alors les lianes comme t'as fait Renaud pendant ton... Ouais, c'était super, mais non, je veux dire, c'est super ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant ce que t'as dit sur les points, etc. Enfin, ouais. Non, mais c'est par exemple le projet on a raté un peu ta présentation, donc on est arrivé juste aux questions avec les profs, mais je pense que c'est pas encore assez abouti. Il te manque des références, parce qu'une fois que tu auras bien les références, ton projet sera bien assis. Mais je trouve intéressant la manière dont tu décides de te réapproprier l'espace de la bibliothèque pour présenter ton travail de fin d'année, etc. Tu vois, pourquoi tu as décidé déjà d'occuper cet espace?
Bah, c'est ton diplôme de fin d'année. ouais, c'est justement comme ce que disait, c'est que en fait, quand tu commences à aller voir, à lire un truc, en fait, il y a plein de, en fait, ouais, ça crée une toile, C'est une toile. ouais, et tu te retrouves à faire en fait plein de zigzags dans tous les sens, mais et c'est difficile de pas se dire ah je suis en train de me perdre, alors qu'en fait t'es pas en train de te perdre, t'es juste en train de créer ton rhizome de pensée. Mhm. Et, euh, et en fait, du coup, la bibliothèque, c'était intéressant de le faire là-dedans parce que c'est déjà un espace qui est fait pour ça, en fait, tu vois, qui englobe toute cette connaissance et c'est là que tu peux naviguer, tandis que le faire dans un espace vierge, ce serait déjà poser ce serait ajouter plein de choses dans quelque chose où il y a, enfin, il y a déjà beaucoup de choses dans la bibliothèque qu'on peut réutiliser. Mhm. Donc, Mais en fait, c'est ce que je trouve intéressant et qui m'a beaucoup intéressé, c'est en fait ce non-dialogue, tu vois, euh, l'incompréhension, tu vois, je m'intéresse en fait, ouais, à des petits espaces, justement, tu vois, par exemple, comme on dit, dans ce numéro, quand on a reçu des textes de hors-sujet, on a dit, ouais, bon, on va pas les jeter, on va pas dire, nan, nan, alors que... Et donc, on s'est dit, on a réfléchi, en fait, au hors-sujet, à la notion du hors-sujet. Le hors-sujet dans les examens, dans les écoles, tu vois, quand tu dois rendre un, un projet où tu dois ouais. répondre à une question et que tu es hors sujet. Donc, c'est aussi quelque chose qui se pose souvent dans les écoles. Mm. Mais ça se pose souvent plus du côté des élèves Ouais, que des professeurs. Tu vois, les professeurs ont plutôt souvent tendance à dire t'es hors sujet, etc. et tout. Mais l'inverse est beaucoup plus rare de dire à un mm. prof qu'il est Qu'il est en hors sujet, sujet. ouais. Donc ici, il y a pas mal de Il est hors personnes qui sujet. sont hors sujet par rapport aux Hors sol, pratiques, mais hors sol ou par rapport aux pratiques en fait Hors sol. qui sont en fait des nouvelles formes qui sont proposées aussi Ouais, par des étudiants qui cherchent aussi, qui cherchent quelque part, tu cherches ta forme. ouais, Tu vois, l'école, le temps de l'école, c'est un temps qui te permet en fait d'expérimenter, de questionner, ouais, de tâter, tu vois, de tatillonner, tu vois, des formes, dans quel que soit l'espace. Tu peux te tromper, tu peux aussi, comme tu peux très bien réussir, et aussi le fait de se dire, bah voilà, peut-être chercher en fait ces nouvelles formes, elles sont pas forcément, elles se sentent pas forcément bien et à l'aise dans un white cube, et mm. que ces nouvelles formes peuvent exister au sein de la bibliothèque. Elles sont peut-être plus adaptées à un espace comme la bibliothèque, ces formes nouvelles que vous êtes en train d'expérimenter, de chercher, etc., qui ne sont pas des formes abouties, mais en même temps qui sont des formes en devenir. Ouais, Et des formes en devenir, moi je pense que c'est, il faut quand même avoir en face de soi des personnes qui puissent en fait justement comprendre que ce sont des formes de tâtonnement, des formes en devenir, et dont du coup ne pas tout de suite les enfermer par les peu de références qu'ils ont, ouais, et c'est tu vois. exactement ça qui m'a frustré en fait, c'est que en fait, quand j'ai pensé à ce projet, j'étais super content de le faire. Mais en fait, c'est au moment d'accrocher et tout, je me suis dit, ah non, mais c'est pas bien parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont pas comprendre ce que j'essaye de faire et c'est pas encore assez abouti, il y a pas encore assez de choses pour que ce soit clair vraiment, tu vois. Et c'est là où ça m'a. Du coup, c'est bizarre de se mettre dans cette frustration-là alors que en fait, je sais pourquoi je le fais. Et puis dès qu'ils sont là ou que je dois en parler, j'ai j'ai l'impression que comme ils comprennent pas, moi je suis un peu en mode ah, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Et Oui, bon, c'est c'est un peu semer le frustrant. doute et du coup te dire bah tu dois revenir à une forme classique Ouais, pour que nous on puisse comprendre. Mais en fait toi tu es pas là pour ça, toi tu es là pour expérimenter en tant que
jeunes étudiants, artistes en devenir, artistes de demain. Vous êtes là pour créer des nouvelles formes, tu vois, de demain. Et les profs, en fait, doivent vous accompagner. Quand je dis vous accompagner, mais en même temps, comment je pourrais dire? Ouais, vous accompagner dans la bienveillance, plutôt dans ce sens-là. Dans la bienveillance et l'humilité de dire, tu ne sais pas, je ne sais pas non plus, tu ne sais pas ce que cette forme que tu es en train de chercher, c'est quoi le devenir de cette forme. Nous, en tant que profs, nous ne savons pas non plus, etc. et tout, mais on est là pour réfléchir ensemble et pour t'accompagner pour l'aboutissement, tu vois, de ce travail-là. Tu vois, et non pas plaquer des références hors sol qui n'ont rien à voir avec ton travail pour l'enfermer dans ce truc, le réduire, le rendre réducteur et du coup, ne pas lui donner l'opportunité, la chance de devenir cette forme en devenir et de tuer la forme en devenir. Moi, j'aimerais rappeler, je vous l'ai raconté hier, mais on est en train d'enregistrer, je voudrais rappeler, moi ça me fait penser à ce qu'avait fait Mathilde Ferrer dans les Beaux-Arts de Paris dans les années 70. En fait, elle arrive comme étudiante dans les années 60 dans des beaux-arts qu'elle considère comme dépassés au niveau de champs référentiels. C'est-à-dire qu'elle n'y trouve pas de pratiques conceptuelles, elle n'y trouve pas de pratiques minimalistes, elle n'y trouve pas une pensée féministe qui commence à peine et qui va s'imposer, qui arrive dans les années 70. Elle ne trouve pas ce qui constitue la pratique artistique contemporaine pour elle, et donc elle quitte les Beaux-Arts au bout de 6 mois parce qu'elle vraiment elle s'y sent mal. Et pendant 10 ans, elle voyage. Donc Mathilde Ferrer, qui a aussi une sœur jumelle qui s'appelle Esther Ferrer, elle voyage et elle revient 10 ans plus tard avec un projet de centre d'information et qui est accepté. Et dans lequel, pendant 30 ans, elle va développer un fonds qui amène justement tous ces médiums artistiques qui n'étaient pas perçus comme pertinents par l'équipe à ce moment-là. Une équipe assez tournée vers des pratiques plus académiques, plus traditionnelles. Et donc, elle va apporter des champs référentiels nouveaux et aussi une histoire politique nouvelle. Elle va installer des moniteurs, diffuser des pratiques performatives, elle va ouvrir un cycle de conférences et les étudiants vont s'y retrouver à l'heure du déjeuner et partager des références jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'à son départ à la retraite. Et donc, en ce moment, on parle beaucoup de fractures entre les étudiants et les professeurs. On parle beaucoup de débats idéologiques dans lesquels seraient pris les écoles comme à l'échelle plus globale, quoi. Et j'ai l'impression qu'on parle, on accuse, avec des mots qu'on entend souvent, dans les médias, des mots qui simplifient les échanges. Je crois que ce que l'on manque parfois, c'est aussi un changement du monde dans lequel on est, qu'il s'agit de reconnaître et d'accompagner. Et donc, au lieu de chercher la bonne étagère, donc la bonne catégorie ou la sous-catégorie, ou considérer qu'il y a voilà, à quel endroit on place les choses, comme s'il y avait des genres. Peut-être c'est le monde qui a changé et qu'il faut simplement aussi le reconnaître, l'accompagner et donc rebooter. Voilà, faire une mise à jour de ces références, quoi. Voilà. Mais du coup, c'était intéressant ton histoire au début de Mathilde Ferrer, c'est ça, parce que c'est aussi ce dont tu parlais, le hors sujet. Tu vois, et en fait c'est ce qui fait que en fait les choses changent, c'est que quand t'es hors sujet en fait, c'est aussi là que ça fait bouger c'est aussi là qu'on fait bouger les choses. Mais il faut être hors sujet vraiment
hors, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Je suis pas d'accord avec toi. C'est dans le sens où, justement, il faut travailler le hors-sujet comme une forme, C'est ce tu que... vois, et dans le sens où, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment, là pour le coup, hors-sujet, dans le sens où, si on parle des questions décoloniales, il y a des gens, tu vois, qui vont en fait euh, être- se dire, et parce que moi je pense que les questions décoloniales, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans la pratique, Hmm. euh, C'est le sujet, en fait. non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement théorique, Ouais. c'est quelque chose en fait qui s'accompagne d'une pratique, Mm. pour moi. Et donc du coup, euh, comment je pourrais dire ça, dans le sens où quand tu parles du hors-sujet, et que le hors-sujet est pris comme une forme, et aussi qui est une forme qui est respectée, et non pas une forme qui est délégitimée, parce que généralement, le hors-sujet, c'est bon, t'es out, Mm. t'es out du système. Et du coup, le fait de le réintroduire dans le système et de dire tu peux trouver ta place, le hors-sujet peut trouver sa place dans l'école, puisqu'on est on est dans la réflexion de faire école, etc. Et ben, en fait, c'est une autre façon d'articuler sa pensée Ouais. et une autre façon, en fait, d'inclure l'autre, de donner de l'espace à l'autre. Et je pense aussi, c'est aussi cette problématique qui s'opère ici dans les écoles d'art, comment accueillir, en fait, comment donner de l'espace aux nouvelles formes, tu vois, Mhm. à ces formes en devenir, dont on ne maîtrise pas encore bien euh, le récit qui accompagne, dont on n'a pas forcément peut-être pas encore théorisé, Ouais. totalement articulé une pensée sur ces formes en devenir, comment leur donner de l'espace et leur donner de la légitimité. Peut-être pour continuer et terminer l'échange, on peut signaler que l'école est mobilisée. Donc il y a des étudiants mobilisés depuis 3 semaines qui occupent l'administration avec une série de revendications. Et donc ça m'amène à cette question. En vous adressant aux étudiants des autres écoles, quels conseils, quelles tactiques, quelles ressources vous avez envie de partager aujourd'hui dans ce contexte-là? Enfin, peut-être vous voulez dire quelques mots d'abord du contexte et puis des tactiques de résistance, de contournement, voilà, de positionnement. Je pense qu'il est très important de se réunir en collectif, enfin de faire corps ensemble. Parce que c'est le collectif, c'est autant un espace de défense qu'un espace ressource, genre de care et aussi de production de pensée, parce que enfin c'est un peu comme créer de la théorie sur les oppressions systémiques. Quand on raconte son histoire, on a l'impression qu'on est seul, et quand on est plusieurs, on se rend compte que tout le monde vit ça, donc c'est un système en fait. Et réagir ensemble et se soutenir. Enfin, je sais pas, genre organiser des réunions de mixité dans son école. Enfin, nous, on l'a fait une fois l'année dernière. Et ça a fait... C'est des problèmes. Ouais, ça nous a fait des problèmes, mais... Enfin, ça nous a fait du bien aussi. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que ça vous a procuré un bien? Ouais. C'est-à-dire Ouais. que l'idée, c'est de trouver en fait des stratégies, des formes qui vous réparent, qui vous fassent du bien, le temps qu'on soit ensemble, tu vois. C'est des poches de résistance, en fait. Comment créer des poches de résistance pour souffler. Et Mais du coup, pourquoi occuper l'espace le fait d'occuper l'administration, c'était
une façon aussi d'occuper un corps qui est froid et violent pour nous, qui est l'administration, donc le bâtiment qui prend les décisions, sans nous en parler. Et du coup, on s'est dit, c'est un peu comme une prise de château, quoi. Du coup, on va aller dormir là-bas parce que c'est notre maison. Et ça résonnait aussi avec le fait qu'il y avait la décision d'expulser les internes de l'internat. Et en fait, de virer le directeur de son bureau. Et j'avais aussi l'impression qu'avant cette prise, il y avait beaucoup de clans, on va dire, dans la villa. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'esprit d'équipe. Et j'ai l'impression que cette habitation, elle renoue quelque chose entre tous les étudiants et qu'il y a une vie étudiante qui revit et aussi une école, en fait, qui revit. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. On n'avait pas de cacahuètes, l'internat allait être cassé, etc. On n'avait plus de soirée. Enfin, vous précisez peut-être que c'est qu'une cacahuète, parce que... Ah oui, la cacahuète. cacahuète. On n'avait plus de cacahuètes. Pour manger. Avec les chips. Alors la cacahuète, c'était un espace à la Villa Arson qui a été créé par deux anciennes étudiantes de la Villa Arson, qui a été détruit par le directeur cet été sans nous prévenir, sans prévenir les artistes qui l'avaient créé. Et c'était en fait un lieu, un espace où on organisait des soirées. C'est un bar un peu. Ouais. Quand il y avait des projections de films, par exemple, il y avait l'association de l'école qui pouvait vendre des boissons ou des gâteaux. Et ça pouvait arriver dans des fonds, par exemple de Cava, ça fait. Ouais, Cava. Qui était une asso, je sais pas si c'était vraiment une asso. C'est collectif Accueil Villa Arson, comité d'accueil Villa Arson. Pour accueillir des étudiants exilés, réfugiés, et qui n'existent plus d'ailleurs maintenant. Et voilà. Qui n'existe plus. J'ai l'impression que ça n'existe plus. Non, plus personne ne peut l'aborder. Parce qu'il y a eu des refus au niveau des subventions. Découragement. Découragement, genre épuisement. Est-ce qu'on peut lister justement les collectifs étudiantes de la villa? Et je pense que ça serait bien de dire quelles sont les mobilisations étudiantes dans l'école, sous quelle forme, et quelles sont celles qui ont disparu, qui continuent. Il y a Coucou Futur. C'est... on en fait partie. Bon, qu'est-ce que c'est? On parle bien. Coucou Futur, c'est un espace qu'on a créé il y a 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Qui a d'abord été créé autour de questions sur la discrimination raciale et ou queer, trans dans les écoles d'art. Et au fur et à mesure, donc on avait fait un travail de charte éthique, de prolongation de la charte éthique, de penser ensemble, de commencer à se réunir. Et au fur et à mesure que le collectif a continué, on a commencé à vraiment le penser comme un espace de travail entre nous, de pouvoir avoir cet espace où on peut parler, on peut travailler ensemble, considérer que nos amitiés, nos discussions sont déjà du travail, qu'on n'est pas forcément dans l'idée d'aller éduquer les gens, que c'était vraiment un espace pour nous, et que parfois, quand on a envie, on fait sortir des choses. Un espace où on peut de nouveau un peu prendre du contrôle, pouvoir s'exprimer aussi comme on s'exprime, parce qu'on a tendance à avoir des moyens de communication très punchy, et il n'y a aucun problème avec le fait d'exprimer ses émotions, il n'y a aucun problème, il y a une vraie disponibilité d'écoute. Et je pense un espace où on essaye d'être le plus sincère possible et de créer ensemble et d'écouter les besoins des uns des unes des autres. C'est ça Ouais, c'est ça quand même, genre je pense beaucoup. Ouais, c'est vraiment un espace. Il y a beaucoup d'amitié, d'échanges
d'échange de références, etc. Et puis un espace de travail avant tout, mais en fait, à chaque fois qu'on se réunit ensemble, tu vois, c'est déjà du travail après ça peut prendre une forme, ça peut prendre la forme d'une discussion, ou alors ça peut prendre la forme d'une exposition en atelier dessin, comme on a fait, des ateliers de lecture, des visions de films. Bah, le premier événement qu'on avait fait pour présenter le collectif, c'était justement un événement en gros de grande bibliographie en fait. On avait passé tout un après-midi à montrer du coup les différents documents qu'on avait déjà commencé à créer, donc au niveau de la charte, le début des bibliographies. Tout le monde avait ramené ses références, donc de livres, de clips, d'associations, d'artistes, tout ça, et on avait passé tout un après-midi à du coup regarder des vidéos ensemble, à parler des livres on avait fait une disposition, enfin de textes de personnes aussi dans le collectif. Ça a été ça a été un des premiers gros travaux qu'on a fait en collectif au sein du collectif. D'ailleurs, ça a grave été le moment où on a pu discuter avec d'autres membres, enfin d'autres personnes de l'école qui n'étaient pas du collectif et qui ont pu remonter plein de problèmes. J'ai juste une remarque, vous avez déjà créé votre bibliothèque augmentée en fait. Enfin, elle est là, votre travail plastique il est là. Il faut juste voir comment est-ce que vous pouvez le faire dialoguer avec les références qu'il y a peut-être à la bibliothèque. Mais vous l'avez, enfin je sais pas ce que t'en penses Pascal, mais il y a un vrai truc... Ouais, j'ai démarré déjà un travail. Il y a un vrai travail fort. Bah, je pense que dans le collectif dans lequel on est vraiment dans cette idée d'incarner les choses, de parler de choses et d'oser les faire en fait aussi. Et de ça a été une des vraies discussions la première année complète qu'on a faite avec le collectif de est-ce qu'on va aller avec les institutions, est-ce qu'on va travailler avec les institutions, ou comment on se place, à quel moment on travaille avec elles, à quel moment on leur demande des choses, et à quel moment on préfère rester dans notre espace et pas se faire contaminer entre guillemets. Et ouais, et c'est ce qui fait que peut-être qu'on n'est pas ultra visible ou pas ultra identifié, même si je pense qu'on a quand même plusieurs à être pas mal identifiés, parce qu'on a tendance à beaucoup parler. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est d'avoir eu ce côté un peu d'incarner les choses et d'être dans les espaces de sociabilité, d'être dans les espaces ou d'être dans les ateliers, d'avoir les discussions interpersonnelles, d'intégrer des gens aussi qu'on croise au fur et à mesure, discuter avec les gens, parler de références, genre ça arrivait souvent des réunions où on parlait aussi de pratiques des uns des unes des autres, parce qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. On a fait aussi une charte pour les bilans qu'on voulait demander aux différents jurys de pouvoir la signer avant, donc qui était tout autour de l'essentialisation, de comment certains jurys sont à côté de la plaque. On te pose des questions complètement inadéquates sur est-ce que tu devrais mieux parler français ou ce genre de choses. Non mais ouais, enfin juste de nous protéger des moments des bilans qui sont les moments les plus vulnérables en fait et où on s'en prend plein la gueule. Je voudrais rajouter la présence d'autres travaux de référencement et d'actions collectives. Je pense à On est là. Donc c'est aussi... Alors la présence de la forme exposition se déploie depuis plusieurs années. Il y a le moment de monstration, le moment de partage public qui prend souvent la forme d'une exposition. Je trouve ça hyper intéressant à quel point dans cette école, peut-être c'est le cas dans d'autres, l'exposition c'est un moment de partage, un moment de rencontre. Et donc où l'expression plastique et la parole sont reliées. Donc il y a On est là, qui est une exposition qui s'est déroulée au mois de novembre et qui a été curatée par Annie Ikungan. Et il y a un autre travail très présent. Normalement, ces personnes font partie du workshop, mais là, elles sont occupées ailleurs dans cette séance d'enregistrement. Gilles Lequérec aussi, qui a mené un séminaire étudiant toute l'année, qui a aussi constitué une bibliographie étendue avec des propositions de cartes heuristiques et de signets, dont on a déjà parlé dans le fil de la discussion. Et donc là aussi, vraiment, l'idée
créer un espace de discussion avec des étudiants sur les travaux plastiques, le champ référentiel, quelle est la relation au savoir et comment la relation au savoir peut être médiée par la relation et l'affect et non pas la rationalité. Enfin voilà, vraiment d'autres manières de tisser non seulement un champ référentiel qui ne serait pas forcément présent ou représenté dans le corps professoral, mais aussi une manière de se relier ensemble à ces champs-là. On a un autre collectif Oui. qui s'appelle Transaction. Donc ça, c'est un collectif de personnes trans de l'école. Et en fait, on a basé notre réflexion sur la question de l'argent. Et le fait qu'on n'en a pas. Et que... c'était une idée, c'était à la base d'infiltrer un peu l'exposition de Fire the Next Time de Mawena et de Rosanna. Et en fait, de créer un espèce de QR code où les visiteuses peuvent nous donner de l'argent. Et c'était pour répondre au fait que la question des vécus des transitions est une question qui ne peut pas être épargnée de la question financière, du fait du coût que ça représente. Et que quand on est étudiant, particulièrement, c'est très dur de penser à ça et en même temps, ces études sont fort matérielles. Et c'est une question matérielle très très présente dans nos vécus. Et du coup, on a fait des affiches. Surtout qu'il y a, surtout par exemple dans la ville de Nice, où il y a énormément de discrimination à l'emploi pour les personnes trans. Il y a énormément aussi de, si on se fait outer sur son lieu de travail, il y a des répercussions sur le fait de pouvoir garder son travail ou pas. Et qu'en parallèle, pouvoir mener ces transitions-là, c'est assez compliqué, sachant qu'en plus, dans le système médical, en France, partout, c'est ultra transphobe encore, mais particulièrement les quelques endocs qu'il y a dans la région, c'est des endocs du SOFEC, qui sont pas du tout dans les parcours de transition actuels et dans les questionnements et les urgences actuelles pour les transitions, quoi. Du coup, on avait pensé ça, et aussi parce que l'année dernière, personnellement, et je pense que je suis pas tout à fait la seule, j'ai l'impression d'avoir passé une année à faire de la formation autour de moi, mais sans avoir eu ces rémunérations. Et je me rappelle très bien avoir sorti des phrases de moi, il n'y a pas de souci, je peux répondre à vos questions, mais dans ce cas-là, il faudra me donner un chèque pour faire ces différentes formations. Et bizarrement, à ce moment-là, ça arrête la discussion. Mais donc, ouais, c'était un peu cette question-là, sans passer par un truc d'apitoiement ou de souffrance ou de quoi que ce soit sur nos identités, quoi. Oui, et je sais pas, je trouve ça cool aussi de parler de questions un peu tabous qui sont des questions d'argent et de demander à des visiteuses, donnez-nous de l'argent en fait. Je suis pas censée devoir payer ma transition, donc faites-le pour moi, SVP. Sans essayer de passer par faire de la peine ou quoi. Ouais, aussi, on a dit, sans les faire passer pour des héros. Ouais, on va pas parler de nos corps, on va pas parler de nos histoires, on va juste dire, le constat il est là, les inégalités elles sont là, vous pouvez participer au fait de réégaliser la balance avec de l'argent. Et on n'a pas d'argent. Personne nous a donné de l'argent. Coucou. Oui. Ça va? Oui, super. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour partager un peu par rapport aux échanges ou pas, ou autre chose? C'est bien. Je vois pas trop sur quel sujet je pourrais rajouter des choses en fait. Peut-être par rapport à toi, qu'est-ce que faire école d'art pour toi représente? Je pense que sur beaucoup de choses qui ont été dites là, je suis relativement d'accord. Après, évidemment sur les questions de discrimination, genre des personnes racisées, ça ne me concerne pas du tout, donc je peux pas vraiment dire grand-chose dessus. La chose sur laquelle je pense que je pourrais dire des trucs, ce serait plutôt par rapport à la question de la bibliothèque augmentée. Sur le fait que
effectivement, je pense qu'il y a un gros manque au niveau des références et enfin, je veux dire, je viens d'un milieu qui est extrêmement reculé culturellement et donc il y a des connaissances que j'ai pas et avoir cette culture-là qui est extrêmement occidentale et j'ai vu que ça, quoi, je connais que ça et le peu de trucs qui viennent pas de là, de cette culture genre de masse, c'est moi qui est allé les chercher seule. Et du coup, peut-être qu'effectivement, en école d'art, ce serait bien que on puisse ouvrir ce champ de recherche-là, quoi. Même si, effectivement, depuis quelques années, la bibliothèque, je pense, se remplit de références qui soient pas complètement... ce truc-là que je racontais, cette culture hyper... blanche, hétéro-cis, masculine. Voilà, enfin, du coup, juste ça, le fait que ça nous freine de fou dans notre évolution, le fait d'être toujours rattaché à ça et d'être hyper ancré dans ce truc de si jamais on n'est pas dedans. Si jamais on se retrouve pas dans ces références-là ou dans ces cultures-là, et on va galérer plus que les autres parce que on n'a personne pour nous aider à avancer, à juste nous aider. Parce qu'effectivement, ce que vous disiez, le fait qu'on doit constamment essayer de s'expliquer pour que éventuellement les profs arrivent à nous suivre, c'est juste un truc qui est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, on est en école d'art au même titre que les autres et c'est pas normal de devoir faire ce travail-là, quoi. Non, c'est bon. Alors peut-être pour amener de la complexité, encore un niveau, parce qu'on en a eu plein dans cet échange, je voulais simplement dire que le fonds d'acquisition est nourri des propositions du conservateur de la bibliothèque et donc du personnel de la bibliothèque, mais aussi et majoritairement des profs qui chaque année envoient une liste de livres pour les cours. Et donc le gros des achats, parce que c'est là où on arrive pour moi ça me fait penser au texte de Griselda Pollock sur la construction du canon. Pourquoi en fait c'est toujours le canon masculin blanc qui prédomine malgré des décennies de travail féministe, et puis maintenant, donc on pourrait dire décolonial et queer, c'est que il y a, c'est pas que, enfin je veux dire, c'est pas forcément que les ouvrages ne sont pas là, c'est pas forcément que les références ne sont pas identifiées, c'est qu'elles ne sont pas mobilisées. Et donc là, je répète, le fonds d'acquisition, chaque année, c'était liste de livres qui sont proposés majoritairement par des enseignantes de l'école, et alors particulièrement en jeu théorique, parce que évidemment c'est là où il y a le plus de nécessité pour la préparation des cours. Enfin, il y a vraiment beaucoup de propositions. Et donc c'est d'autant plus étonnant de voir l'écart qui est signalé, répété, et voilà, on a entendu dans cette conversation à quel point il y a un écart entre l'accompagnement de certaines pratiques et vos pratiques, et puis en même temps, vous le dites, il y a dans la bibliothèque une présence en fait des champs référentiels. Voilà, donc je voulais quand même finir là-dessus pour dire il y a vraiment encore un espace à déployer. C'est pourquoi c'est pas seulement une absence, quoi. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour le partage.